Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre plateforme www.ezaetv.bj. Un bonheur et une grâce de vous retrouver encore cette semaine, surtout après les résultats de fin d'année, les résultats qui ont été assez bons pour certains, douloureux pour d'autres. On souhaite donc du courage à ces candidats-là qui n'ont pas pu réussir aux différents examens et surtout on félicite ces candidats qui ont pu passer ce cap. Et quand on passe ce cap, le plus dur, même si c'est pendant les vacances, c'est déjà savoir comment s'orienter, quelles sont les orientations professionnelles, les choix professionnels à faire. C'est la question qui va nous réunir dans le débat aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois une dame, donc nous sommes deux dames sur ce plateau aujourd'hui, Madame Florence Serlin. Elle est spécialiste en commerce international et management des relations maritimes. Elle est également directrice d'exploitation à GSM, Global Maritime Survey. Elle va nous expliquer ce que c'est que GSM, parce qu'il faut qu'on comprenne pour mieux savoir ce qu'elle fait dans son domaine d'activité. Elle a été responsable communication et relations publiques au niveau de l'ONG Racine et elle a été également employée à CMA CGM Bénin. Madame Serlin, bonjour à vous. Bonjour Madame Léa, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. C'est quoi GMS, Global Maritime Survey? D'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez et je profite pour me présenter rapidement. Allez-y. Je suis Florence Serlin, spécialiste en commerce international et gestion des relations maritimes internationales. Actuellement, je suis directrice d'exploitation à GMS, Global Maritime Survey. Ça, c'est au Bénin? Oui, c'est au Bénin. C'est un nouveau cabinet d'expertise maritime et de commissariat d'avarie. À part l'expertise maritime et le commissariat d'avarie, nous faisons aussi la prévention et la gestion des contentieux en matière de transport international. Nous faisons aussi l'impact et l'étude de faisabilité des projets maritimes et portuaires. Et aussi, nous avons créé un département GMS Training Center pour pouvoir renforcer les capacités des intervenants dans le transport maritime et aussi profiter pour orienter nos jeunes frères et sœurs dans ce secteur qui est très important pour le Bénin. Et c'est justement pour cela que nous vous avons invité, parce que vous avez un domaine d'activité assez large et je pense que c'est un métier porteur d'avenir, le transport maritime aujourd'hui en Afrique. Bien sûr. En fait, le transport maritime est un métier de mondialisation parce que ça se passe partout. Ce n'est pas un métier qui vous empêche de vous déplacer. Même si vous vous déplacez, vous pouvez travailler à n'importe quel endroit puisque la mer est partout. Et le transport maritime, à lui seul, occupe 90% des marchandises. Donc, chaque année, quand il y a 1000 conteneurs, par exemple, c'est 90% que le transport maritime à lui seul permet de faire. Ça veut dire que c'est un secteur sur lequel nous devons nous concentrer et développer pour que beaucoup de gens puissent trouver de l'emploi dans ce secteur. De toute façon, EZAETV, c'est un groupe, c'est une université et nous allons donc à travers cette émission aujourd'hui permettre à nos étudiants qui nous suivent au Bénin, pourquoi pas en Afrique et de par le monde, de pouvoir davantage s'orienter dans ce secteur-là. Et ma première question, Madame Serlin, qu'est-ce que c'est que l'orientation professionnelle? D'abord, je voudrais souligner que je ne suis pas spécialiste d'éducation. Néanmoins, pour l'avoir fait, pour avoir fait une expérience dans le secteur maritime, j'ai constaté qu'il y a effectivement un manque de compétences dans ce domaine, surtout pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Beaucoup de ceux qui sont dans le secteur sont des gens formés sur le tas ou des gens qui se sont reconvertis dans le domaine. Du coup, on sent quand même un manque dans ce domaine-là et il faut nécessairement que des jeunes commencent par se former pour prendre la relève de ces personnes-là. Et de plus en plus dans les universités, on propose le transport logistique. Bien sûr, on propose le transport logistique, mais il y a des spécificités du transport logistique que les gens doivent découvrir, connaître et ne pas rester tout le temps dans la globalité. C'est surtout ça. La spécialisation. La spécialisation. Donc, l'orientation professionnelle, selon moi, c'est un accompagnement, un processus qu'on met en place pour suivre quelqu'un dans son projet professionnel, en tenant compte bien sûr de ses aptitudes, de l'environnement dans lequel la personne se trouve, de ses forces et faiblesses et aussi des objectifs, des perspectives que son pays est en train de projeter sur le long terme. C'est surtout ça. Et dans notre pays, parmi les perspectives que l'État
prévoit, il y a le développement de notre port. Et si l'État prévoit le développement de notre port, il serait nécessaire et intéressant pour les jeunes de se spécialiser dans ce domaine pour que d'ici 5 ans, 10 ans, ils puissent devenir vraiment des experts dans le domaine maritime. Ce qui n'est pas sorcier, de toute façon, on le saura à travers cette émission. Bien sûr, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier dedans. En fait, je suis d'autant plus heureuse que vous êtes une femme et que on sent que dans ce domaine, souvent, parce qu'il y a des domaines d'activité, quand on entend, on se dit c'est des domaines d'hommes. Mais quand on voit des femmes dedans, on est heureuse comme moi de savoir qu'il y a des femmes dedans. Pourquoi je le suis également. Voilà. Pourquoi est-ce que des femmes, pourquoi est-ce que des élèves, des étudiants doivent ressentir le besoin de s'orienter? C'est vrai que dans le cursus scolaire, déjà au niveau secondaire, on nous demande de choisir des séries. Oui. Est-ce que c'est déjà un début d'orientation? Bien sûr. L'orientation commence déjà dès la classe de la seconde. Normalement, après le BPC, on doit déjà commencer par orienter les élèves. Ça, c'est la première étape de l'orientation. Maintenant, lorsque quelqu'un rate cette première étape, la personne a la chance de se rattraper au niveau du baccalauréat. Donc, après la terminale, la personne doit s'orienter. Ce sont les deux principales étapes, bien sûr, pour s'orienter efficacement. Je dis, celui qui le fait premièrement, la personne le fait et a 99% de réussir sa vie professionnelle. Maintenant, celui qui le fait après le bac aussi a plus de chances. Mais parfois peut rencontrer des difficultés parce qu'il a déjà fait peut-être une autre série et veut maintenant s'orienter dans une autre filière. Mais après le bac, si la personne n'arrive pas à le faire, ça devient plus compliqué. Et là, on parle de réorientation. C'est-à-dire des gens qui ont fait 2 ans à l'université ou 3 ans peut-être, et après leur licence, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout à l'aise dans leur métier, ils ne sont pas compétents, ils se disent mais qu'est-ce que je fais ici? Ceux-là doivent être nécessairement réorientés. Donc là, on parle de la réorientation professionnelle. Parlons déjà de l'orientation de nos étudiants, de nos élèves, puisque certains viennent d'avoir le diplôme du baccalauréat et forcément, ils doivent s'orienter. Par exemple, si on choisit votre métier, est-ce que ou quelle filière devrait-on choisir? Quelle série devrait-on choisir? Puisqu'on parle de votre métier, de votre secteur d'activité. Déjà, je dois souligner que nous avons constaté quelque chose au Bénin. Oui, allez-y, madame. C'est que à la fin des résultats, à chaque fois, les étudiants font une ruée dans les secteurs classiques. Ouais. Et par manque d'informations. Très bien, pas manque d'informations. Et pas manque de conseils aussi et d'orientation. Et d'appui. D'accord. D'appui. Donc, c'est le moment pour nous de préciser qu'il est très important, après le baccalauréat, même si on est dans la joie, tout ça, de faire une introspection et de se dire, c'est vrai, j'ai le bac, mais qu'est-ce que je fais? Ça nous permet, qu'est-ce que je deviens? Et ça permet maintenant de pouvoir s'orienter, de demander des conseils de part et d'autre pour pouvoir bien s'orienter. Parce que ça vise le point terminal qui est la réussite de la vie professionnelle. C'est ça. Maintenant, quand je reviens dans mon métier, nous, on a voulu faire une orientation professionnelle, surtout pour orienter les étudiants dans ce secteur-là. Bien sûr. Donc, on a intérêt à leur détailler les métiers du secteur, qui sont des métiers vraiment fascinants et dans lesquels ils peuvent rapidement trouver de l'emploi. Des métiers que nous allons connaître grâce à vous. Bien sûr, ils seront rapidement employables et ils peuvent aussi s'auto-employer facilement. Facilement. C'est ça. C'est les deux avantages, bien sûr. C'est les deux avantages. Donc, dans ce secteur, il y a plusieurs types de métiers. Ils peuvent devenir des experts maritimes, pour ceux, des commissaires d'avarie, pour ceux qui veulent faire le cycle court. Ils peuvent devenir des chefs de division de ligne et tout. Je vous propose quelque chose. J'ai mon baccalauréat là tout de suite. Oui. Je suis en train de suivre Madame Florence Serlin. Oui. J'ai par exemple un bac D. Oui. Je peux venir dans votre secteur? Bien sûr. Dans le secteur maritime, il y a toutes les séries. Sérieux? Toutes les séries. Parce que donc, quel que soit le baccalauréat que j'ai, je peux m'orienter dans votre secteur? Bien sûr, le secteur maritime commence déjà dès la construction du navire. Quelqu'un qui apprend peut-être à mettre en place le système électronique d'un navire, celui-là ne peut pas chômer. Donc, on a ces métiers au Bénin. On a ces métiers au Bénin, mais on n'a pas des gens qui pourront les exercer. Ça existe. Mais il faut des gens qui vont apprendre et pouvoir les exercer. C'est pour ça que lorsque nous avons des problèmes techniques sur des navires au Bénin, les amateurs sont obligés de faire venir des étrangers
pour pouvoir travailler à Naples, ce qui est dommage, parce qu'ils perdent du temps au port pour le faire et ils perdent aussi de l'argent. Et c'est nous qui ce qu'on peut, nous perdons quand même des emplois pour nos enfants. Alors que normalement, c'est à nous de faire ce travail et de gagner l'argent. Donc, toutes les séries peuvent s'orienter vers un secteur maritime. Au Bénin, il y a des écoles, on ne va pas les citer, il y a des écoles où on peut se former. Bien sûr, il y a des écoles. Genre de filières? Il y a plusieurs filières. Moi, je connais que le transport logistique parce que tellement les gens en parlent que... Lorsque vous faites transport logistique en licence, en master, vous pouvez vous spécifier. Mais il y a aussi une école qui vous permet déjà dès la première année de vous spécifier. Au Bénin ici? Bien sûr. D'accord. De toute façon, si vous suivez l'émission et que ça vous intéresse, vous allez nous contacter par notre page Facebook, Le Débat, ou sur la plateforme de Zae TV. Et comme ça, on pourra vous orienter vers Madame Serlin pour pouvoir avoir le nom de cette école-là. Parce que une école qui promet une autre école, ça fait bizarre. Bon, de toute façon, c'est toujours pour vous. Donc, au Bénin, on peut se former, on peut se spécialiser très tôt après le baccalauréat pour aborder ces secteurs-là. Bien sûr. Vous pouvez déjà commencer déjà à la première année et vous faites un cycle de licence. Et à la fin de votre formation, vous êtes employable, automatiquement prêt à travailler. Je peux être un peu curieuse? Bien sûr. Comment vous vous êtes retrouvée dans le secteur? Bon, moi, j'ai fait les techniques commerciales et marketing en licence. J'ai toujours voulu faire le commerce international, pas manque d'informations. Comment vous vous êtes orientée? J'ai fait des recherches sur Internet. Oui, j'ai découvert l'école que j'ai faite sur Internet. Personne ne m'en a parlé. Et c'est au Bénin ici. D'accord. Et donc, vous avez fait... Et c'est dans cette école que j'ai fait le commerce international après ma licence. J'ai fait licence à l'ENIAM. Et quand j'étais à l'ENAM, j'ai voulu faire le commerce international et j'ai découvert l'école sur Internet. Je me suis inscrite, j'ai fait le commerce international, spécialité gestion des relations maritimes. Parce qu'il y a plusieurs spécialités dans le commerce international. Non, citez-nous quelques spécialités, un peu de curiosité ne tue pas. Bon, dans le commerce international, il y a la négociation internationale, il y a la gestion des relations maritimes, ce que j'ai fait. Il y a la gestion et l'encadrement des organisations internationales et il y a aussi la politique commerciale. Ce sont les 4 filières qui sont en marche actuellement. Maintenant, il y a encore 2 autres filières, c'est-à-dire vente et achat à l'international et aussi la gestion portuaire, la gestion de la logistique portuaire. Maintenant, pour ces 2 filières, pour manque d'étudiants, l'école n'a pas pu normal, ouvrir. Si vous n'avez pas un certain nombre. C'est ça, l'école n'a pas. Vous voyez, donc si les étudiants s'inscrivent maintenant, ils auront quand même l'engouement d'ouvrir ces filières-là pour leur permettre. C'est toujours le bac ou bien la licence. Ils ont quelle que soit la série. Oui, ils ont cycle licence et cycle master. Maintenant, sur études de dossier. Oui, parce que je demande, parce que oui, des fois vous dites, bon, quand on m'a dit toute série, je peux postuler, vous venez, on dit non, ce bac, vous n'avez pas toutes les capacités, il y a un peu de technique, il y a des calculs et certains fuient. Parce que les calculs aussi font fuir. Hein. Oui, en fait, en transport maritime, il y a tout. Il y a le droit, il y a la gestion, il y a l'économie et tout. Donc, des gens qui ont même fait la licence en droit peuvent aller faire un master spécialisé transport maritime. De toute façon, avant la fin de cette émission, vous allez nous aider à mieux parler de cette semaine de l'orientation que vous organisez pour les Béninois, parce que les jeunes ont besoin d'avoir l'information pour ne pas souffrir comme vous. C'est vrai que vous avez eu l'idée rapidement d'aller sur Internet pour chercher avec la patience qu'il faut, parce que c'est aussi ça. Maintenant, Madame Serlin, comment est-ce qu'on peut construire un projet professionnel solide? Pour construire un projet professionnel solide, l'individu même a besoin d'un appui. Il faut commencer par là, de ses parents, de ses professeurs, ceux qui l'encadrent et tout. Ça commence par là. À lui seul, il ne peut pas concevoir un projet professionnel solide. Qu'est-ce que nous appelons projet professionnel solide? Un projet professionnel solide, c'est un projet consistant et qui a d'impact sur le long terme, c'est-à-dire durable. Bien sûr. Lorsque vous rêvez de devenir médecin, il faut que vous ayez d'abord les aptitudes de pouvoir faire face aux matières de la médecine. Déjà. Il faut que vous soyez vraiment quelqu'un qui a un peu du sang-froid pour pouvoir rester dans ce domaine où il y a un peu de parce tout. Que je n'arrive pas à piquer. D'accord. Vous voyez par exemple. Et il faut aussi que vous vous retrouvez dans un milieu où des gens vous encouragent et vous démontrent vos points faibles et vos points forts. Parce qu'à vous seul, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça. Donc, vous devez tenir compte de tout ça pour pouvoir concevoir un projet solide. C'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin des aides des parents, des enseignants et tout, de tous ceux qui encadrent. Il ne s'agit pas de dire mon père veut que je devienne tel, je lui fais plaisir. Non, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que j'en connais qui ont fait par exemple mon métier parce que les parents ont exigé et ne se retrouvent pas du tout. Non, moi par exemple, mon papa a toujours voulu que je devienne médecin.
Ah, comment vous avez fait pour échapper? C'est une autre histoire. Donc après, moi, je me dis, je ne me retrouve, je ne me sens pas métier, en fait. J'ai voulu lui faire plaisir, mais je n'ai pas pu. J'ai commencé, après j'ai abandonné. Vous avez fait une réorientation. J'ai abandonné. Donc, quand je me suis retrouvée dans mon secteur, ce qui me fascine, je me dis, mais tiens, après lui-même, il s'est rendu compte que cette fille ne peut faire que ça. Donc, c'est ça. Il faut laisser les enfants, le choix aux enfants de s'orienter et vous êtes là pour les canaliser, en fait. En fait, les conseils des parents ou des amis, des professeurs et autres, ce n'est pas pour vous forcer à faire quelque chose, mais juste pour vous orienter. C'est ça. Vous décider. Si vous choisissez 2 ou 3, eux, ils sont là pour vous orienter vers l'un de ces métiers que vous avez. Un peu comme, prenant un exemple, un enfant vient d'avoir le baccalauréat, dit par exemple, je veux faire votre secteur. Oui. Le parent doit lui dire, il y a telle école qui sont disponibles. Oui. Faire déjà un tour dans ces écoles pour mieux t'informer oui. des caractéristiques qu'il faut pour venir s'inscrire, oui. les cours à suivre, un peu comme c'est ça l'accompagnement des parents. Oui, c'est ça l'accompagnement des parents. Mais d'abord, même s'il n'y a pas ça, les parents doivent chercher pour ce qu'on est en train de dire, des séminaires ou des conférences d'information. C'est très important. Un peu parce que c'est à travers les cas d'orientation que certaines structures offrent là. C'est ça. C'est à travers ces séminaires et ces conférences que l'enfant se rend compte même sans que personne ne lui dise quelque chose de la faisabilité de ce qu'il dit. Ça peut être un rêve, mais est-ce que le rêve là est réalisable? C'est pendant ce séminaire qu'il se rend compte. Personne ne va lui dire, mais lui-même il se rend compte que ce que je dis, tiens, je peux le faire ou je ne peux pas le faire. D'accord. Là, vous venez de nous expliquer davantage ce qu'on entend par projet professionnel. Madame Serlin, moi j'ai une petite inquiétude. Souvent, il y a des enfants qui ont envie d'aller dans certains domaines. Oui. Mais le parent se rend compte que les moyens n'existe pas pour accompagner malgré la bonne volonté. Dans ce cas, quand je choisis par exemple votre secteur, que je suis un étudiant, que je vous suis, je fais comment? Il y a des possibilités de bourse dans le secteur? Parce que c'est aussi un frein, le coût financier. Oui, pour l'école que je connais, que j'ai faite, je n'ai pas encore eu vent de l'information des bourses. Les bourses sont offertes pour les meilleurs de ceux qui ont fait l'école. Par exemple, moi, j'étais la majeure de ma promotion, première de ma classe, et j'avais la possibilité de continuer en thèse. D'accord? Maintenant, il y a aussi des critères de choix pour continuer la thèse et il y a aussi le choix de chacun. Moi, je suis plus professionnelle qu'académique, quand bien même le volet académique aussi n'est pas exclu. Mais pour le moment, je préfère me professionnaliser correctement avant de continuer. Et si un jour j'ai la chance de faire une thèse devant les étudiants, je pourrais parler en termes de pratique et de théorie. C'est normal. Les deux à la fois. Parce que la théorie, ça ne sert pas toujours s'il n'y a pas la pratique à côté. C'est ça. Donc, pour les informations, ce qui concerne les bourses, franchement, je n'ai pas grand... Donc, si un étudiant vous suit, c'est que les parents devront avoir les moyens. Les accompagnements. Je tiens à vous préciser que les études universitaires ne sont pas faites pour tout le monde. Ne sont pas faites pour tout le monde. Ça, il faut qu'on le sache. Si un parent veut que son enfant fasse des études universitaires, professionnelles ou académiques pour un avenir assuré, il est obligé de débloquer quelque chose, le minimum qu'il faut. Et au Bénin, on n'a pas encore des universités qui sont chères. La formation que moi j'ai eu à faire, par exemple, à des endroits donnés, il y a le double. C'est au double prix ou pratiquement au triple. Oui, mais bon, c'est toujours les mêmes choses. Ça dépend des sources de revenus de la famille aussi. Ça aussi. Mais toujours est-il que si vous voulez, à la fin du baccalauréat et que l'enfant déjà a ces aptitudes-là, il faut commencer très tôt à se préparer. C'est ça, il faut se préparer financièrement. Il ne faut pas attendre d'être submergé pour dire je ne peux pas. C'est ça, parce que même à part la scolarité qu'il faut payer, il y a aussi le matériel. Bien sûr, que l'enfant a besoin d'un ordinateur, l'enfant a besoin de ci et ça pour travailler. Un peu comme nous sommes déjà en vacances, il faut commencer par préparer la rentrée. C'est ça, il faut commencer très tôt. D'accord. Et donc, pour construire son projet professionnel, si je vous comprends bien, Madame Florence Serlin, il faut pouvoir prendre en compte les forces et les faiblesses de l'étudiant, tenir compte de ses objectifs, de ce qu'il a envie de faire plus tard et pouvoir l'orienter correctement. Oui, tenir compte aussi de l'environnement sociopolitique et des impacts des perspectives gouvernementales. Voilà, un peu comme le programme d'action du gouvernement que nous avons aujourd'hui, dans quel domaine, quel secteur est porteur, il faut voir tout cela. C'est vrai. D'accord. Madame Serlin, on va continuer donc dans nos échanges sur ce plateau. Vous avez parlé déjà de comment est-ce qu'il faut construire un projet professionnel fort. J'ai retenu également que tout le monde n'est pas fait pour les études académiques. Il y a certains qui peuvent évoluer jusqu'à un moment donné, aller acquérir l'expérience pratique sur le terrain professionnel et revenir continuer. Donc, il ne faut pas dire que parce que l'enfant a pris cette décision que c'est un mauvais choix. C'est ça, hein? Non. Parce qu'il y a des parents qui disent qu'il faut tout finir
avant d'aller travailler? Non, normalement, même après la licence, si l'enfant a la possibilité de travailler, il commence par travailler, faire les cours du soir et autres pour le master il y a et les le perspectives reste. là qui existent sur le terrain. Oui. D'accord. Donc, maintenant, voilà, j'ai construit mon projet professionnel. Il est solide, il est fort. Comment est-ce que je fais maintenant pour rechercher un emploi? Parce que ça aussi, c'est une autre équation. Hein. Il y en a qui ont la formation là tout de suite pendant que nous parlons, mais qui ne savent pas comment s'orienter pour avoir un emploi. Très bien. Ou qui attendent les concours qui peut-être ne viendront jamais. C'est ça. Sur cette question, je voudrais que les étudiants, les nouveaux bacheliers, notent quelque chose. Les stages bénévolats sont très, très importants. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire des stages bénévolats. Très important. Je en quoi dis c'est important? Et je le redis. Parce que celui qui accepte de rentrer dans une entreprise, de travailler, de comprendre le système sans un rond, a beaucoup de chances d'être retenu un jour, même si ce n'est pas dans cette entreprise. Dans une autre entreprise. Parce que ce que vous avez eu comme expérience n'est pas quantifiable. Ça n'a pas de prix en fait. Lorsqu'on vous demande de faire un rapport de réunion, ou on vous fait l'ordre du jour et de produire un rapport de réunion, vous n'allez jamais prendre de l'argent et l'acheter quelque part. Vous devez le faire. C'est une expérience. Et en le faisant régulièrement, vous devenez expert en rapport. Et après une réunion, vous faites un rapport formidable. C'est ça le vrai problème. Et ceux qui ne veulent pas faire des stages bénévolats et profiter du cadre de l'entreprise pour apprendre quelque chose. Juste après le diplôme, quand on va en stage, c'est que l'emploi doit être assuré. C'est déjà à la première année. Moi, j'ai commencé mes stages à CMA CGM en première année de master. J'ai accepté de faire ce stage-là. Parce que je voulais comprendre. Je suis allée dans l'idée de ne rien gagner, mais finalement, compte tenu de mon, je dirais, mes aptitudes, mais aussi de votre engouement. De mon engouement, merci pour le mot. De mon engouement, ils ont eu quand même du plaisir à me donner quelque chose. Et j'étais très contente. Ce n'était pas grande chose, mais donc, il ne faut pas aller dans une entreprise avec en tête gagner de l'argent. Nécessairement. Pas nécessairement. Non. Pour un stage, acceptez le bénévolat et faites quelque chose. Ah oui. Lorsque vous entrez dans l'entreprise, ne vous dites pas, si on ne me commande pas quelque chose, je ne fais pas. Ah Vous-même, vous demandez. Vous faites bien de soulever ça parce qu'il y en a qui viennent, qui s'asseyent, qui attendent qu'on dise, faites ceci. Vous demandez, s'il vous plaît, madame, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là, je ne fais rien. Et vous dites, vous montrez que le fait d'être désœuvré vous dérange. Voilà. Parce que s'il faut être désœuvré, il vaut mieux rester chez soi, à la maison, je préfère. Ça, c'est vrai, et ne pas prendre son agent deuxième à venir dans l'entreprise. C'est ça. Donc, les stages bénévolats, lorsque vous êtes là, quand moi je demande un stage et je vais là-bas, une journée, 2 jours, je ne fais rien. Le 3e jour, je dis, je ne peux plus continuer, je vais arrêter à la fin de la semaine. Parce que là, je ne fais rien. Il faut dire ça dans l'entreprise? Oui, je ne fais rien, je vais partir. Mais si on me commande, va faire ci, va faire, même si il y a une pression, j'aime. En fait, il faut que vous-même vous montriez votre volonté. C'est ça. C'est en subissant cette pression, en travaillant, que les gens découvrent vos attitudes. Et vous arrivez un jour à travailler sous pression aussi. C'est ça. Et vous-même, vous apprenez à mettre pression aux autres. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et des fois, même, vous devenez même plus fort que celui qui vous avait employé. C'est ça. Donc, si vous faites des stages en première année, en deuxième année, franchement, en troisième année, votre boulot est assuré. Et il faut accepter le bénévolat. Bien sûr, il faut accepter. Maintenant, si vous le faites et que c'est payant, c'est tant mieux. Tant mieux, mais il ne faut pas avoir l'argent en premier. C'est ça, ne mettez pas l'argent. Parce que des fois aussi, les parents se disent, bon, c'est vrai que les parents se disent, si je l'ai gardé jusqu'au bac, c'est que je devrais être libérée après la licence ou le master, parce que là, il faut qu'il subvienne aux besoins d'autres membres de sa famille, parce que ça aussi, c'est un frein des fois, mais ça dépend en fait de l'engouement, de la volonté, de la bonne volonté de l'étudiant qui vient d'avoir ce diplôme, c'est ça, hein? Oui, et c'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Il ne faut pas attendre la fin du diplôme pour aller faire un stage. Il faut accepter faire les stages déjà chaque année. Pendant et cumuler pratique, théorie et pratique. Si par exemple vous êtes en commerce international et on vous parle d'un BL, d'un connaissement. Ça veut dire quoi, BL? Le BL, c'est un document qui représente la marchandise. Lorsque vous faites embarquer votre marchandise, c'est le document qu'on vous donne qui vous permet de réclamer votre marchandise. Si vous n'avez jamais vu ce document, vous ne pouvez pas le reconnaître. C'est pas bien. Mais déjà, dès la première année, si vous commencez les stages, ça vous permet d'être en contact direct avec le BL, de savoir ce qu'on met sur ce document et les responsabilités que ce document engage. Donc, lorsque vous cumulez pratique et théorie, c'est avantageux. C'est avantageux. La preuve, moi, quand j'étais en première année de master, j'ai commencé mon stage. Quand je venais au cours,
il y a beaucoup de choses que le professeur disait, je me retrouvais facilement pendant que vous réagissez. Il y a des amis très bien. Et quand je réagis, ils disent, c'est elle connaît les choses. Et pourtant, c'est parce que vous avez accepté de faire un stage. C'est ça. En fait, ce que nous disons, c'est valable pour tous les secteurs d'activité parce qu'effectivement, de plus en plus, les jeunes pensent que les stages ne servent à rien, que c'est une perte de temps et avec le désintérêt total quand ils viennent dans... Ce qui fait même que de plus en plus, il y a certaines entreprises qui refusent de prendre des stagiaires parce que les expériences avec certains stagiaires ils viennent comme des spectateurs. C'était pas bien. Donc, il faut être curieux, il faut accepter faire le bénévolat et il faut accepter surtout apprendre. Et après, quand vous aurez l'emploi, comme madame... Parce qu'on va vous demander à l'entretien, qu'est-ce que vous savez faire. Et c'est le plus part important. Tous vos diplômes là, qu'est-ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous avez dans la tête vous-même. C'est ça, et vous devez le dire. D'accord. Madame Serlin, quand on vous entend bien, après le baccalauréat au Bénin, on peut postuler, on peut choisir des filières d'avenir dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire le transport logistique. Le transport maritime et la logistique portuaire. Oui, je vais finir par m'habituer. Le transport maritime et la logistique portuaire. Oui. Je vais finir par m'habituer. Oui. Et donc, on peut trouver facilement son orientation professionnelle après le baccalauréat, mais c'est une question d'aptitude, c'est ça, hein? Oui. D'accord. On va parler maintenant, pendant que vous êtes dans l'orientation, il doit arriver un moment où vous devez faire un bilan de votre orientation, non? Bien sûr. Ça a besoin encore d'accompagnement? Bon, le bilan, personnel. Le bilan est personnel, mais dépend aussi beaucoup plus Parce que le bilan peut vous permettre d'une réorientation. Oui, ça dépend aussi des opportunités que vous avez. Là, maintenant, tout de suite, si vous n'avez pas une opportunité, vous pouvez faire un bon projet et ne pas pouvoir aboutir. L'opportunité, c'est qu'est-ce que je mets là, c'est l'information. Lorsque vous faites un bilan et vous voyez que oui, c'est bon, je suis apte à devenir pilote de navire. Par exemple. Et par exemple, vous n'avez pas l'information qu'il existe une école dans la sous-région africaine pour former des pilotes. Et lorsque vous vous dites, est-ce qu'il faut que je voyage et nécessairement, je dois aller en France, vos parents n'ont pas les moyens de vous envoyer en France. Donc, il y a l'information qui vous permet de valider maintenant un bilan que vous avez. Le bilan est là, mais le bilan attend les opportunités pour se faire valider et pour une continuité. Être mise en œuvre. Mise en œuvre, c'est d'accord, bien donc c'est important de faire un bilan. Oui. Mais le bilan peut amener à une réorientation? Bien sûr, le bilan peut arriver à mener à une réorientation. Parce que lorsque vous faites déjà, vous concevez votre projet et vous tenez compte des paramètres dont on a parlé tout à l'heure, aptitude, environnement, tout ça, force et faiblesse. Et vous vous rendez compte que, tiens, je ne peux vraiment pas être utile ou je n'ai pas les compétences nécessaires pour enclencher ce je n'ai pas l'envie nécessaire pour vous réorientez. Mais au niveau du baccalauréat, c'est toujours d'orientation. Seulement après la licence master qu'on peut faire. Après licence master, on parle de réorientation. Parce qu'il y en a qui ont de ces licences, de ces masters, qui n'exercent pas, et c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait une réorientation, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités, il suffit juste d'avoir l'information, comme vous l'avez dit. C'est ça, d'accord. C'est tout l'information. L'information est très importante. Madame Serlin, là, on va parler maintenant de la problématique de l'orientation des métiers au Bénin, surtout ce qui concerne nos bacheliers étudiants. C'est vrai que de plus en plus, contrairement à des années antérieures, il y a plus d'informations, il y a plus de structures qui apportent l'information. Mais c'est vrai aussi que des fois, les candidats à l'emploi ou au stage, même les parents n'ont pas confiance. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'on se dit, je ne connais pas la structure, tout ça sort. En fait, on a plus confiance en ce qui est public, c'est-à-dire politique publique, c'est-à-dire gouvernement, ministère, autres, que ce qui vient du privé. Vous parlez de l'école ou bien... Non. Je parle des offres de formation professionnelle que certaines structures, comme ce dont nous allons parler tout à l'heure, puis c'est ça qui a fait que je vous ai invité, vous organisez, mais certains n'y croient pas. Ok. En fait, c'est un problème de préjugés. Préjugés. L'autre fois, j'ai suivi la ministre de l'Enseignement supérieur à la télévision qui disait qu'il y a des tas de bourses dans les ministères qui dorment et que personne ne postule. Vous voyez? Donc, il faut que les Béninois commencent par se dire que c'est fini avec les préjugés et se donner le courage d'affronter les choses. C'est ça. Parce que lorsque vous mettez dans la tête que les bourses s'octroient avec corruption, les gens mettent place les amis, c'est très grave.
vous faites un baccalauréat, vous avez 15-16 de moyenne, vous devez normalement essayer de postuler au moins à 5-6 bourses et avant de chercher... Je peux mettre de l'eau à votre moulin. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'université d'Abomey-Calavi, et il s'est fait que c'était le baccalauréat fraîchement, on devait aller à l'université d'Abomey-Calavi. Je me rappelle que mes parents, ils étaient dans la fonction publique, ils me faisaient écouter la radio nationale pour écouter les offres de bourse, les votes. On me faisait même aller dans les ministères pour aller voir sur les affichages s'il n'y avait pas des offres de bourse, des choses pour postuler. Et je pense même que des fois même, il y en avait où je postulais et je me disais, bon, si ça marche, c'est bon. Et mes parents disent, il faut que tu postules parce que quelque part, ça pourrait marcher. Mais aujourd'hui, quand vous dites aux jeunes, il faut faire un dossier, il faut postuler, on trouve que c'est déjà trop tracassant de passer d'un bureau à l'autre pour recueillir les dossiers et postuler. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise volonté un peu de la part de ces étudiants? Il y a ce que je disais tout à l'heure, les préjugés, mais il y a aussi... mauvaise volonté ou paresse, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais toujours qu'il y a les deux. Les deux, parce qu'il faut que les jeunes savent que... Après le baccalauréat, on est grand. Après le baccalauréat, on est grand, quel que soit l'âge. Si tu as ton baccalauréat à 15 ans, tu dois assumer ça. C'est ça. Parce que c'est toi qui es allé composer, c'est toi qui as obtenu ton... Tu dois faire preuve de maturité, quel que soit ton âge, devant ton diplôme, pour montrer que tu l'as pas eu, tu l'as mérité. C'est ça. Donc, ils ne doivent pas trouver tout ça protocolaire. Non, c'est une obligation pour eux de chercher s'il y a vraiment des occasions de bourse, des opportunités de bourse. Il faut chercher d'abord avant de ne pas trouver. Même si vous ne trouvez pas après maintenant, vous pouvez chercher à vous inscrire dans les écoles. Il y en a qui disent, j'ai postulé à plusieurs, ça n'a rien à marcher, je n'y vais plus l'année prochaine. Alors que l'année prochaine, c'est peut-être autant. C'est ça. Et il y a aussi cette affaire de préjugés qu'on met là, on dit que... On est fataliste. Si la ministre allait dire maintenant, et la fois passée qu'il y a des bourses de l'année passée, que les gens n'ont pas postulé à ces bourses-là. C'est dommage pour ces jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des écoles? Parce que, oui, en tant qu'organisation de formation, ces écoles ne devraient normalement pas aller s'approprier ces informations et l'octroyer ou l'offrir à leurs étudiants. Bon, je pense que c'est une question... C'est vrai que de plus en plus, ça se corrige. D'information. Il y a une question d'information. Il y a certains qui ne sont pas informés aussi. Oui, les gens ne sont pas... D'abord, il y a les séances d'information ne sont pas assez organisées. Et il y a le fait que les jeunes se désintéressent à la télé ou autre. Ils s'occupent d'autres choses au lieu de se concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Et en fait, il faut juste dire à nos internautes que ce que nous disons, ce n'est pas pour rejeter la pierre à tel ou à tel, ni aux parents, ni aux écoles, ni aux étudiants. C'est juste pour nous réveiller, pour nous montrer que nous avons des parts de responsabilité dans notre orientation professionnelle, dans notre réorientation, et que l'avenir, ça se décide avec l'accompagnement de tous ceux qui sont autour de nous. C'est ça, hein? C'est ça. Parce qu'on n'essaie pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Et donc, les enjeux d'une bonne orientation dépendent de la volonté de tous et de l'accompagnement de tous. C'est ça, Madame Serlet? C'est ça. Et on ne condamne personne. Comme vous l'avez dit, on ne condamne personne, mais chacun doit jouer son rôle, sa partition pour que l'objectif soit atteint. Là, maintenant, on va parler maintenant des nouveaux métiers de transport logistique. C'est vrai qu'on a déjà commencé à l'entame de cette émission. Je vous ai posé la question de savoir si ce sont des métiers porteurs d'avenir. Vous m'avez rassuré? Bien sûr. Que ce sont des métiers qui offrent ou qui s'ouvrent sur des emplois. Oui. Surtout au Bénin où on n'a pas des experts, c'est ça, hein? Et j'argumente en disant que grâce à notre port, le Bénin le port autonome de Cotonou? Le port autonome de Cotonou, le Bénin a plus de 300 millions de consommateurs. C'est-à-dire... des gens qui sont au Nigeria, au Niger, au Burkina, au Mali, tous ceux-là... Ça, ce n'est que pour parler de l'Afrique. ...viennent faire des activités au port de Cotonou. Donc, ça veut dire que ceux-là qui ont intérêt sont les consommateurs du port autonome de Cotonou. Et à part le port autonome qui est une structure étatique, il y a plusieurs autres structures privées qui interviennent dans le domaine portuaire et qui ont besoin de jeunes compétents, spécifiques dans chaque domaine. Donc, c'est ça qui montre même que c'est un métier d'avenir. Parce que si personne ne fait ces métiers aujourd'hui, ça veut dire que demain, ce sont les étrangers qui viendront toujours et on va se plaindre qu'on a lancé des avis d'appel d'offres et que ce sont des étrangers qu'on a recrutés. C'est ça, c'est ça. Donc, si aujourd'hui, ce sont des étrangers qui sont en train de gérer notre port, c'est aussi parce qu'il y a des Béninois qui n'ont pas fait des formations spécifiques, qui ont prouvé leurs compétences et tout. Donc, essayons aujourd'hui déjà de canaliser nos jeunes, quelques jeunes en tout cas, pour ceux qui sont intéressés dans ce secteur, pour que demain, ils trouvent
vite de l'emploi et ils peuvent aussi s'auto-employer. C'est très important. Madame Serlin, nous arrivons au point très important pour moi, ce mois d'orientation professionnelle des métiers maritimes et portuaires des nouveaux bacheliers que vous organisez du 25 juillet prochain jusqu'au 25 août, c'est ça, hein? Oui, 25 août. Parlez-nous de ce mois de l'orientation. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à avoir cette idée? Bon, pas vous forcément, votre structure. Ma structure, oui. Comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas une structure de formation professionnelle, mais nous sommes une structure de renforcement de capacité. D'accord. C'est différent. Les structures de formation professionnelle, ce sont les structures, les universités privées et tout, ce sont ces structures-là. D'accord? Mais nous sommes là pour renforcer, non seulement les capacités de ceux qui interviennent déjà dans le domaine. D'accord. D'accord? Et profiter dans le même temps pour créer des centres d'incubation pour les jeunes étudiants. Je veux comprendre. Les centres d'incubation, c'est quoi? Lorsque le jeune étudiant finit à l'université ou en première année, deuxième année, il demande des stages. Oui. Nous voulons nous positionner auprès des universités qui forment pour faire une ruée de ces étudiants vers les entreprises qui auront besoin d'eux pour des stages. D'accord. Donc, ce serait un peu comme un lien. C'est ça. Donc, quand ils vont faire la première année, déjà, ils seront en vacances. Nous allons les récupérer, leur faire des séminaires et leur montrer le bien fondé d'un stage professionnel ou académique. Maintenant, négocier les stages pour eux, pour qu'ils puissent aller faire les stages dans des entreprises. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, l'étape de l'orientation dont vous parlez, nous l'avons initiée cette année parce que nous avons toujours constaté ce déficit-là des jeunes professionnels dans ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'on l'a initié spécifiquement pour orienter les bacheliers et les autres étudiants qui veulent se réorienter. Comment ça va se passer? Le séminaire d'orientation professionnelle organisé par Global Maritime Survey va commencer le 25 et 26 juillet prochain. C'est 2 jours par semaine. Donc, nous, on a 4 semaines d'orientation professionnelle. Un peu pour alléger la tâche également aux jeunes. Oui, ça commence la semaine prochaine, c'est-à-dire le jeudi prochain, pour aller jusqu'au 25. Donc, chaque semaine, les jeudis et vendredis sont consacrés pour l'orientation professionnelle des jeunes. Mais la première édition, je dirais la première vague qui aura lieu le 25 prochain, c'est le 25 et le 26 juillet au CNCB de Cotonou. Et comment des gens sont déjà postulés ou bien si je vous suis là tout de suite, j'ai encore la capacité ou la possibilité de postuler? Très bien. En fait, pour le faire, si vous êtes intéressé, soit vous allez vous inscrire sur notre site internet. Donnez le site. C'est www.gmsafrique.com. D'accord. www.gmsafrique.com. En français? Oui, en français. Afrique en français? Oui, Afrique en français. D'accord. Ils peuvent aller s'inscrire sur le site. Quand ils vont sur le site, ils vont dans Service, ils vont voir GMS Center. GMS Training Center. Ils vont voir ça dans les différents types de nos services. Ils vont dans cet onglet, ils auront le cours normal pour suivre et s'inscrire. L'opportunité de s'inscrire en ligne. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas s'inscrire en ligne, ils peuvent se rapprocher de notre siège à Bégamé, à la place Bulgarie. C'est juste, oui, c'est visible. Oui, dès qu'ils viennent à la place Bulgarie, ils peuvent nous appeler au numéro 61 19 78 30. D'accord. 61 19 78 30. Ils nous appellent sur ce numéro. On est juste à côté de la place Bulgarie. On va les C'est loin de la pharmacie? Non, c'est à côté de la mosquée en fait. Voilà. C'est dans la rue de la mosquée, oui. À côté de la mosquée. Dans la rue de la mosquée de Bégamé, place Bulgarie. Oui, c'est à côté de la mosquée. Donc, ils peuvent s'inscrire directement au siège. Il y a un formulaire à remplir. Oui, le formulaire est déjà là. Ils vont remplir et ils auront un badge d'accès. Et même sur le site aussi, c'est la même méthode. Ceux qui vont s'inscrire auront leur badge d'accès. Parce que quand on ne va pas présenter le badge, on n'aura pas accès. Je vais dire une bêtise. Ceux qui disent que ce n'est pas bon de porter les badges, là, si vous ne portez pas, vous n'aurez pas accès. Parce que c'est ça qui vous identifie et qui montre d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. Ça, oui, donc il y a le badge d'accès. Et nous avons lancé cette orientation et nous l'avons laissé à un coût vraiment, vraiment forfaitaire de 10 000 francs pour 2 jours. C'est accessible. Pour avoir toutes les informations. Oui, pour 2 jours. La première journée sera consacrée au métier. D'accord. Pendant la première journée, on va définir correctement chaque métier. Parce que nous, à travers cette émission, on ne pourra pas tout dire. Les aptitudes qu'il faut avoir pour le faire et tout. Et pendant la deuxième journée maintenant, le formateur aura fait des échanges avec les participants.
quelqu'un peut se lever pour dire j'ai fait telle filière, j'ai envie de faire telle chose en fait, et tout. Spécifiquement. Et déjà, pendant la séance, on peut déjà commencer par faire les orientations. Et maintenant, on a les adresses de tous ceux qui se sont inscrits et on fait un suivi pour les aider à s'inscrire au Bénin, dans la sous-région et à l'international. En fait, je pense que c'est avantageux parce que moi, l'idée m'a séduite. C'est pourquoi j'ai invité madame, parce que je me suis dit, si je suis orientée personnellement lors de ce séminaire, c'est que j'ai plusieurs possibilités. Soit d'aller dans une école spécifique, de me faire former. Et j'ai la possibilité aussi, grâce à GMMS, de pouvoir avoir une orientation dans un cabinet pour mes stages et autres. Donc, c'est avantageux. En fait, on ne perd pas, on gagne sur toute la ligne. Bien sûr. À moins qu'on décide un jour de changer de secteur d'activité. C'est vrai. Donc, voilà, si vous avez envie d'outiller plus agréablement vos vacances, parce que les vacances, ce n'est pas que les loisirs, il faut aussi penser en même temps à la rentrée qui arrive et savoir en même temps et psychologiquement se préparer. C'est ça. Parce que les quelques mois de vacances, ce n'est pas pour s'amuser seulement, parce qu'on se dit, oui, je viens de réussir le bac, je m'amuse. Non, amusez-vous, c'est même pour ça qu'il y a des cours de vacances. Et c'est un peu comme les cours de vacances pour ces adultes-là qui ont envie de se professionnaliser, donc participer à ce séminaire. Et je pense qu'il faudrait qu'on apprenne que la formation a un coût. La formation a un coût et ce coût, il faut pouvoir faire des efforts pour se l'offrir. Et le coût que madame a dit tout à l'heure. Surtout l'information. L'information. Et il faut éviter que cela nous arrive, que cette histoire de la Bible nous rattrape pour qu'on dise que le peuple meurt faute d'informations, de connaissances. Donc, allez à la source de l'information, ayez l'information et comme ça, vous saurez vous orienter plus agréablement. Et s'il y a d'autres structures qui ont envie de parler d'autres métiers, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va les recevoir parce que le plus important, comme j'aime à le dire, c'est le développement de notre pays. Madame Florence Serlet, vous nous avez parlé de GMS. Global Maritime Survey. Je suis en train de voir si mon anglais... Oui. Parce qu'il faut que j'apprenne l'anglais parce que sinon, là, je ne serais pas une journaliste accomplie. C'est parfait. Que je puisse pouvoir parler l'anglais quand même dans d'autres pays d'Afrique et du monde. On a besoin de connaître un peu l'anglais au moins pour faire ce secteur-là aussi. Hein? Oui, le secteur maritime, c'est 90% de la langue anglaise. C'est sérieux là? Oui. 90%. Ceux qui disent qu'ils abandonnent l'anglais là. Il y a beaucoup de documents et il y a aussi le terrain. Le terrain qui fait que lorsque vous connaissez certains mots en anglais, vous devez savoir, en fait, c'est un peu pour dire aussi bill of loading pour le connaissement, par exemple, c'est un thème que vous bûchez pratiquement parce que vous l'utilisez tous les jours. C'est ça. Donc, c'est un petit jargon qu'il faut maîtriser quelques mots et puis le reste, on pourra s'en sortir. En fait, c'est pas pour vous faire peur, mais juste pour dire que dans ce secteur, il y a plus d'anglophones, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Il y a plus de pays anglophones et donc vous avez besoin d'établir le contact. C'est la langue officielle du maritime, c'est l'anglais. Voilà, donc, et puisqu'il faut traverser toutes les frontières, c'est deux choses. Soit, le français, oui, mais l'anglais vous permettra d'ouvrir toutes les portes de tous les pays, c'est ça, hein? C'est vrai. D'accord. Madame, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez de petits conseils? Parce que ESAE, c'est un groupe, je vous l'ai dit, c'est une université de formation. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans vos métiers d'activité, mais si je suis jeune et que je vous suis tout de suite, les petits conseils en récapitulatif pour les personnes qui peut-être nous ont rejoints. D'accord. Je m'en vais demander à mes jeunes frères et sœurs, nouveaux bacheliers, je les félicite, c'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout. Et les étudiants qui sont déjà dans différents secteurs, qui ne se retrouvent pas, j'invite tous ceux-là à faire vraiment un effort. Parce que ceux qui vont trouver que 10 000 francs pour une séance d'information pour 2 jours, c'est cher, franchement, je ne sais plus. Moi, j'ai fait des séances de formation d'une journée à 25 000, 30 000. Hein. C'est ça. 50 000. Et il y a aussi le cadre dans lequel on va vous mettre. C'est pas qu'on va vous regrouper sous un arbre et vous parler. Ce n'est pas un nom pléthorique non plus. Et il y a un formateur international qui sera là pour le faire. C'est pas moi qui vais le faire. Vous serez là pour assister. Moi, je serai là pour assister. Donc, je les invite à s'inscrire massivement pour pouvoir profiter de cette opportunité. En fait, nous, on le fait en tant que structure, cabinet, mais aussi comme œuvre de citoyenneté. Bien sûr, puisque vous avez eu des difficultés, il ne faudra pas que d'autres l'aient aussi. Moi, je n'ai eu personne. Oui, vous avez dit que vous êtes débrouillé seul. C'est ça. Donc, si eux, ils ont l'opportunité, il faut qu'ils saisissent l'opportunité pour venir écouter. C'est important.
ils écoutent et ils savent qu'il y a telle chose. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, c'est autre chose. En fait, mais ça peut même vous aider à oublier les préjugés. C'est ça. Je suis sûre que quand ils vont écouter, ils vont se dire, mais ça existe au Bénin, on ne sait pas. Beaucoup de Béninois ne savent pas qu'il y a une école de commerce international au Bénin. Alors que cette école est pareille. L'OMC parraine cette école. L'Organisation mondiale du commerce. Oui, parraine cette école. Et l'école existe dans votre pays et vous ne savez pas. C'est un problème. On ne comprend pas ça. Donc, c'est grâce à cette information, à ce séminaire d'information et d'orientation professionnelle, qu'ils vont découvrir les métiers qui existent, ils vont découvrir les écoles qui existent au Bénin, dans la sous-région et aussi à l'international. Et nous sommes prêts pour faire le suivi des étudiants qui vont décider de le faire. Parce que tout de suite, celui qui va décider de le faire, moi, je le prends comme un confrère. C'est normal. Et je dis, j'ai intérêt à l'aider pour qu'il aille le plus loin possible, pour que je trouve des collègues pour travailler avec moi. Bien sûr, parce que là, s'il y a 3 ou 4 femmes en plus de moi, vous voyez, vous êtes heureuse. Au lieu que les gens me voient comme femme dans le secteur qui veut réellement faire le secteur maritime, il faut que beaucoup de filles aussi commencent à s'intéresser. C'est une discrimination positive. Il y a des pilotes de navires femmes à l'extérieur. En tout cas. Oui. Et c'est tellement beau à regarder. Oui, ici, elles sont bien habillées et tout. Quand moi j'avais mon baccalauréat, je rêvais de ces choses-là. Mais vous n'aviez pas les aptitudes. Je n'avais pas les aptitudes, je ne connaissais vraiment pas les écoles béninoises. Vous n'aviez pas l'information. L'information. Donc, eux, ils ont aujourd'hui l'opportunité de s'informer. Je les invite vraiment massivement à venir s'informer le jeudi et le vendredi prochain au CNCB de Cotonou. 25 juillet, c'est ça? 25 juillet, 26 juillet. C'est les 2 premiers jours consacrés au CNCB de Cotonou pour le séminaire d'information et d'orientation professionnelle organisé par GMS, Global Maritime Survey. Et quand on entend le nom de votre structure, on a l'impression que c'est quelque chose venu d'ailleurs, alors que c'est que des Béninois qui sont là. Oui, rien que des Béninois. En fait, c'est pour dire juste que c'est dans le système de globalisation aussi. Quand vous entendez ça, vous vous dites, bon, c'est globalisant parce que c'est l'anglais, c'est tout ce qui est dans le secteur en fait. Ça veut dire expertise globale maritime. Voilà. C'est ça. De toute façon, je vais recevoir un autre de vos confrères incessamment, toujours sur ce plateau, pour parler de l'autre pan de vos activités. Parce que je pense qu'on a besoin. Voilà, on a besoin d'informations pour pouvoir accompagner nos jeunes. Et si vous avez besoin d'informations, vous avez dit le www.gmsafrique.com. Oui. On peut avoir toutes les informations sur la structure. Oui, ils vont sur le site internet, ils auront toutes les informations. Ils peuvent aussi aller sur notre page Facebook et demander à s'inscrire. Oui, on a une page pour la page Facebook. C'est juste Global Maritime Survey ou bien GMS. Ils mettent GMS, oui, ou bien Global Maritime Survey. Oui, ils peuvent nous écrire directement, on va leur envoyer le lien pour s'inscrire. D'accord. Ah, ok. On vous écrit par Messenger. On leur envoie le lien. Ils cliquent sur le lien, ils vont s'inscrire directement. Un peu comme pour profiter de la technologie. Si actuellement vous n'êtes pas au Bénin et que vous avez envie de vous La numérisation s'impose. C'est très important. En fait, c'est une manière d'utiliser plus subtilement nos téléphones portables, nos ordinateurs, que seulement que pour nous amuser. Madame Florence Serlin, peut-être que vous êtes un parent à M. Serlin, parce que le nom me vient chaque fois dans la bouche là. Oui, c'est mon papa. Ah, d'accord. Père à son âme. Ah, d'accord. Vraiment à son âme et que Dieu l'accueille dans sa demeure céleste. Amen. En fait, c'est juste pour dire que quand vous investissez dans la formation de vos enfants, ils deviennent un peu comme Madame Serlin. C'est vrai qu'elle a l'expertise, elle a tout, mais elle est humble. En fait, l'humilité aussi, c'est très important dans le métier. Hein. Merci. Il ne faut pas se prendre la tête quand on est dans le secteur aussi. Hein, c'est ça. Parce que si vous ne respectez pas et que vous pensez que vous connaissez, vous allez perdre beaucoup d'informations sur ce secteur-là. On apprend toujours. On apprend toujours. Donc, je nous invite à pouvoir nous inscrire donc, sur le www.gmsafrique.com ou aller simplement sur leur page Facebook. Si vous avez également des informations des informations à demander à madame, écrivez sur la page Facebook de l'émission Le Débat ou allez simplement sur notre plateforme www.ezaetv.bj et avec plaisir, on va vous orienter vers madame Serlin. Un mot de la fin? Je remercie EzaeTV, je remercie les téléspectateurs pour leur attention et je remercie aussi les dirigeants de notre pays et je leur demande de toujours continuer à mettre au profit des nouveaux bacheliers étudiants les informations nécessaires pour qu'ils puissent profiter de ça et prévoir une bonne carrière professionnelle. Et donc, si vous avez envie de faire carrière dans les métiers maritimes et portuaires,
Madame est là pour vous accompagner et pour vous donner l'information nécessaire. GMS Global Maritime Service est à Bégamé, à la place Bulgarie, dans l'avant de la mosquée. www.gmsafrique.com. En fait, nous le faisons utilement pour vous parce que nous savons que vous avez besoin d'informations et que vous êtes tout le temps connecté à Internet. Donc, nous espérons, chers jeunes étudiants, chers jeunes bacheliers, que vous allez pouvoir aller à la rencontre de ces informations-là pour pouvoir mieux vous orienter professionnellement, pour avoir plus tard une carrière prometteuse, porteur d'avenir avec ces métiers porteurs d'avenir du secteur maritime et portuaire. Madame, merci. Vous dire merci à toute votre équipe pour nous. Je vous remercie. Nous vous souhaitons un bon début de week-end. Merci à vous, chers internautes. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. D'ici là, prenez soin de vous et pensez développement de votre pays.